J'invite à table le groupe homologique breton. Je suis Franck Simonet et puis Xavier Grésillet. Bonjour. Donc on va parler de la recolonisation de la loutre en Bretagne. Donc moi je vais commencer par en faire un descriptif de ce regain, puisque j'aimais bien la petite remarque de ce matin. Et ensuite je passerai la parole à Xavier qui en fera le bilan. Vu son grand âge, il a un meilleur recul que moi. Ce sont ses propres termes. Alors on va commencer par une succession de cartes qui représentent les bassins versants en fonction de la présence de la loutre. Donc en blanc, vous avez les endroits où il n'y a pas de données. En jaune, les endroits où il y a une présence sporadique. En rose, où il y a une présence permanente sur une partie localisée du bassin versant. Et en marron, une présence permanente sur la quasi-totalité du bassin versant. La première carte se situe dans le milieu des années 80. On voit qu'il y a deux zones qui se détachent, une en centre-ouest Bretagne, dans une région relief plus marqué, avec une densité humaine moindre et les milieux naturels plus préservés, et une seconde ici, entre les marais de Brière et les marais du golfe du Morbihan. Une dizaine d'années plus tard, les noyaux principaux ont commencé à se renforcer, et puis on note une sorte de cristallisation de petits isolats, notamment ici, sur la presqu'île de Crozon. Encore une dizaine d'années plus tard, la recolonisation devient bien visible, les deux noyaux sont clairement en continuité. Et on va noter ici la persistance de données de présence dans le nord Ille-et-Vilaine, données à rattacher à la redécouverte ici en Mayenne d'une petite population. Ces observations, ce sont uniquement des empreintes et des animaux vivants, et elles nous laissent penser que l'espèce est capable de se maintenir pendant très longtemps à très basse densité. Dans ce cas-là, les individus cessent de marquer et sont extrêmement mobiles. Ce qui nous laisse penser aussi que, vraisemblablement, il y a déjà pu y avoir des échanges entre la Bretagne et la Mayenne. Au cours des 10 dernières années, la recolonisation s'est poursuivie. Vous allez d'abord vous concentrer sur l'ouest, sur la pointe Bretagne. Vous allez voir que la recolonisation est assez dynamique. Et si vous maintenant vous regardez sur l'est, la recolonisation marque une certaine stagnation ou une progression timide, voire des régressions locales. On va maintenant faire un point sur la présence en littoral. Donc cette carte, les zones en vert, montrent les zones où on a eu des observations dans les 25 dernières années. Pour le moment, il ne s'agit que d'une fréquentation du littoral, par des individus installés sur des cours d'eau et qui vont occasionnellement sur le littoral, ou des individus de passage. Deux zones là aussi qui ressortent, une sur la côte nord où les habitats sont assez favorables, et puis une sur la pointe, qu'on va regarder d'un peu plus près maintenant. Alors vous avez ici un archipel sur lequel, entre à peu près 1995 et 2009, on a eu l'espèce a été notée de manière assez régulière, quasiment chaque année, et de manière exceptionnelle par 2 fois sur l'île d'Ouessant. Alors en 2010, nous avons fait une prospection complète de l'archipel de Molène pour essayer de clarifier le statut, et nous n'avons trouvé aucun indice, et même aucun indice d'installation sur du long terme de l'espèce. Et donc notre hypothèse est que les observations qui ont eu lieu sont à rattacher à des individus en provenance du continent. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un isolat qui s'était maintenu sur Crozon ici. Si l'espèce est maintenue ici, il y a nécessairement eu reproduction. Les habitats y sont très favorables. Or, le bassin versant en question est relativement enclavé. Il est de très faible taille. Ce qui implique nécessairement que les jeunes produits, probablement quasiment chaque année, ont dû émigrer. Et pour émigrer, le chemin le plus facile, c'est l'embouchure et c'est la mer. Donc une fois en mer, ils ont plusieurs voies possibles. Et l'une d'entre elles pourrait avoir été privilégiée par des courants dominants et une relative continuité des côtes. Nous supposons donc que les individus produits ont suivi en majorité ce chemin, ont fréquenté l'archipel un petit moment avant de continuer leur périple. Alors ces cartes, elles sont dressées comment? Elles sont dressées grâce à un réseau d'observateurs qui est construit à partir de formations, de prospection collective pour indiquer un petit peu. Ces dernières années, on a fait au moins 1 ou 2 journées comme ça par département et par an. Quelques chiffres pour illustrer ce réseau. Donc sur les 10 dernières années, ce sont 4500 données de présence qui ont été récoltées, aux 3/4 des épreintes, par environ 1000 observateurs
dont 250 prospecteurs. Donc la différence, c'est qu'un informateur, c'est la personne qui, au gré de ses activités, va nous communiquer une ou quelques observations ponctuellement. Le prospecteur, c'est celui qui prend du temps pour rechercher activement l'espèce selon un protocole. Et puis une quarantaine de structures dans ce réseau, type syndicat de bassin versant, opérateur Natura 2000, ONCFS, ONEMA, fédération de chasse, fédération de pêche, association gestionnaire de sites, etc. En fait, ce réseau récolte trois types de données. Des données selon le protocole UICN, que je ne vais pas détailler ici, des données de prospection des fronts de recollisation qui utilisent le même protocole mais en densifiant le nombre de points de suivi, et puis un réseau de veille qui est constitué de ce millier d'observateurs et qui est précieux parce que la plupart du temps c'est lui qui nous permet de repérer les premiers signes de recollisation sur un bassin versant et donc ensuite d'orienter nos prospections. Donc en parlant de premiers signes de recolonisation, on va regarder un petit peu précisément comment ça se passe sur le terrain. On va prendre un exemple sur le front de recolonisation ici, dans les Côtes-d'Armor. En bleu, vous avez les cours d'eau recolonisés avant la période qu'on va voir maintenant. En 2002, vous avez la découverte sur le bassin versant du Gouessant de 2 épreintes isolées, assez éloignées, et voilà, de manière très ponctuelle. En 2003, on observe le même phénomène sur le bassin versant voisin de l'Arguenon. On assiste ici en fait à une première phase d'exploration où des individus, plutôt des mâles et plutôt des jeunes, explorent de très larges zones et à l'occasion peuvent déposer une épreinte qu'on va avoir la chance de trouver ou non. En 2004, on observe un phénomène différent, c'est sur une petite portion de 7-8 km de l'Arguenon, on a des indices de présence réguliers à la fois dans l'espace et dans le temps. L'année suivante, on ne trouve plus rien du tout sur ce tronçon. Par contre, on observe le même phénomène sur le bassin versant voisin. Là, on assiste à une deuxième phase de cantonnement temporaire d'individus, en général sur des zones particulièrement favorables, et qui vont rester entre quelques semaines et quelques mois avant de poursuivre leur périple. Et donc, on note encore cette année-là une épreinte isolée assez éloignée. L'année suivante, les observations se multiplient sur l'Arguenon, notamment des observations visuelles, ce qui n'est probablement pas anodin. En 2007, première preuve de reproduction sur le bassin versant. Par la suite, le cas classique, c'est que l'espèce finit par occuper tout le réseau hydrographique et ça de manière durable. Sur l'Arguenon, en l'occurrence, on a eu la surprise quelques années après de faire une prospection du bassin versant et de ne plus retrouver l'espèce qu'en 2 points et de manière très discrète. Voilà, je laisse la parole à Xavier pour tous les enseignements qu'on a pu tirer de ce suivi. Bon, là, vous avez la carte de la Bretagne que vous avez vue et les différents biotopes utilisés, les différents milieux. Nous allons les faire un par un. Ceci, c'est au centre de la Bretagne, de la Basse-Bretagne. C'est la zone où la loutre n'a jamais disparu. C'est des zones où l'agriculture est plus ou moins abandonnée, mais surtout pas intensive, très peu de maïs. Des zones accompagnées d'amphibie, des petites rivières lentes, mais poissonneuses et en général peu polluées et beaucoup de catiches potentielles. Alors en fait, la loutre en Bretagne va se retrouver quasi partout à 2 conditions, c'est-à-dire qu'il y ait de la nourriture et qu'il y ait des gîtes stables en catiche pour la reproduction et des chapelets de gîtes lors des prospections. Deuxième élément où la loutre est toujours à l'intérieur, ce sont les chaos granitiques, endroits où les piégeurs n'ont jamais pu la piéger. Alors il faut savoir que le piégeage a duré quand même pour la fourrure assez longtemps, et dans ces zones-là, où l'homme ne peut pas passer, la loutre passe sans problème et le poisson existe plusieurs mètres en dessous, voire 10 mètres, c'est possible. Le milieu type, charmant, c'est les fonds de vallée, plus ou moins boisés à salmonidés. Actuellement, avec le développement de l'agriculture hyper intensive, les zones, on va dire, fonds de vallée sont abandonnées et on a des milieux qui regroupent en fait tout ce qui peut rester comme biocénose correcte et comme habitat. Mais c'est pas toujours l'eau pure comme en haut. Vous avez là le canal de Nantes à Brest, c'est-à-dire c'est un canal complètement artificiel qui traverse la totalité de la Bretagne. Ce sont des eaux calmes, pas toujours propres, voire très sales,
Mais il y a du poisson blanc, il y a de quoi manger, et il y a du crapaud sur les berges et à côté. L'autre milieu, ce sont les marais des littoraux. Milieu où on la retrouve, pas facile à prospecter, mais bien présente. Et les milieux marins, littoraux, mais pas tous. On peut la trouver sur les zones de slick, c'est-à-dire sur les vasières et les baies, mais les endroits les plus intéressants, ce sont les estrans de ce type où il y a du varech, où la loutre peut pêcher sans trop de problèmes. Mais il y a une condition au bord de la mer, c'est qu'il faut toujours des points pour dessaler la fourrure. Ça, c'est caractéristique. Et c'est un endroit qui est en général marqué sur des pierres qui sont à côté. Ça peut être vraiment un tout petit sointement, mais c'est absolument vital. Alors on la trouve maintenant aussi en plein centre de grandes agglomérations, dans des milieux très fréquentés, avec des bateaux, etc. Là, sous l'installation qui est là, qui est liée à un centre nautique, eh bien vous avez une catiche en plein centre-ville, mais vraiment en plein centre-ville. Alors, pourquoi cette recolonisation? Les causes et les questions. La protection légale, ça c'était évident. L'évolution du milieu rural. Côté positif, c'est un fait que le piégeage systématique pour se faire de l'argent, ça a complètement disparu. La désertification, mais d'un autre côté, c'est du négatif parce qu'il y a le développement de l'agriculture hyper intensive. Les espèces invasives. Chose assez nous avons eu plusieurs vagues et installations d'espèces. Le rat musqué n'a pas eu d'impact. Le ragondin, chose assez surprenante, se maintient parfaitement en présence de la loutre et vice versa. La loutre, sur des zones vraiment modifiées par le ragondin, eh bien se maintient. Le vison américain, là, je n'ai pas le temps de développer. Le vison américain semble souffrir de la présence de la loutre, mais la loutre a l'air de se maintenir là où elle est. L'épisciculture, c'est à la fois un élément positif et négatif, parce que ça nourrit, mais d'un autre côté, il peut y avoir du piégeage, bon, c'est illégal, mais c'est une réalité, et il y a aussi les noyades. Donc c'est à la fois un élément positif et un élément négatif. Les aménagements routiers, eh bien, c'est très utile, vous l'avez vu dans la communication précédente. Ça peut être un frein, d'autant plus que les axes routiers les plus importants sont en ceinture et donc coupent tous les bassins versants. L'action associative et la sensibilisation, effectivement, permet d'avoir une bonne couverture pour voir la situation et aussi pour obtenir des améliorations et améliorer la protection. Alors, amélioration de la qualité de l'eau, eh ben non, pas du tout, on s'en fiche complètement parce que la loutre va n'importe où, même si c'est hyper pollué organiquement. Plus c'est crade, plus il y a du poisson blanc. C'est parfois répugnant, mais effectivement, la loutre est là. Alors, vous allez voir, ça va être très rigolo. Le retour définitif, eh bien là, on n'en sait strictement rien, puisque quelle est la population idéale? Y a-t-il une stabilisation? Effectivement, il y a une recolonisation qui est très nette. On voit des avancées, des reculs, mais je pense que comme pour toutes les espèces animales, les milieux changent, et bien les espèces s'adaptent plus ou moins. Donc, et il peut y avoir des actions, c'est la dernière, rassurez-vous, on ne maîtrise absolument pas du tout l'évolution humaine et de nouvelles arrivées d'espèces invasives, ça peut arriver, maladies, etc. Alors, si je mets ça, c'est pour se moquer, non pas des jeunes, mais des vieux. C'est qu'au début, pour lancer tout ce que vous avez vu là, toutes les recherches, on croyait encore au Père Noël, on pensait que il fallait de l'eau pure pour lutter contre l'agriculture hyper intensive, et on pensait que la loutre était dans l'eau pure, et c'est absolument pas du tout le cas. Donc, nous avons présenté quelque chose, c'est
un thé à un moment précis. Tout était évolutif. Nous, actuellement, nous avons une vision qui va peut-être être remise en cause complètement d'ici quelques années. Donc je pense qu'il faut rester hyper modeste. On vous fait un point de cette année et ça peut évoluer. Merci à tous les deux pour à la fois avoir tenu rigoureusement les délais impeccablement. Bon, vous avez cassé nos rêves, hein. On pensait que la nôtre, quand même, effectivement, était quand même un peu plus inféodée au milieu intéressant qu'au bord de base nautique, mais bon, si c'est l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exposé intéressant, basé sur une région, mais documenté avec en plus une expérience de longue date? Oui. Concernant les espèces invasives, vous n'avez pas évoqué les écrevisses. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Vous avez tout à fait raison. C'est un élément extrêmement important et sur la liste de discussion, je crois avoir donné des éléments il y a quelques semaines, mais c'est très récent. Alors effectivement, c'est une des espèces invasives qui est arrivée, qui se maintient sur le canal de Nantes à Brest. Quand on débarque pour des raisons de gestion du canal, les écrevisses se restent bloquées. Alors c'est une proie qui n'est pas très nutritive, mais elle est hyper facile. Et à mon avis, la recolonisation le long du canal de Nantes à Brest a été facilitée, voire accélérée, parce que le jeune qui est niais, complètement niais, ni d'eau, etc., il a toujours ça à grailler en attendant, quand maman ne veut plus donner les tétines à tirer, et ben, il a quelque chose pour apprendre à pêcher quelque chose de plus difficile. Alors effectivement, mais il y a de la concurrence au niveau oiseau et au niveau vison américain. Juste un tout petit complément sur le jeune niais là. Ça a été montré au Shetland par Cook que les crustacés constituent une proie importante pour ces jeunes là qui n'ont pas un succès de capture encore aussi bon que les adultes. En Bretagne, comme dans toute région, en Bourgogne en particulier, il y a des problèmes de cyanobactéries dans certains plans d'eau, avec des questions de toxines produites par ce qui peuvent être très dommageables à la faune domestique. On a vu des chiens de chasse qui mouraient après s'être battus le long sur une rive. Est-ce qu'on a, c'est peu probable, mais est-ce que vous, c'est une piste, est-ce que vous pourriez chercher de ce côté-là sur l'absence de la loutre dans des bassins qui seraient très pollués? Une piste. Vous avez des financements? Non. Ah, ben voilà. Nous avons plein de projets, hein, je peux vous assurer, on a plein d'idées. Il faut pleurer beaucoup. Hein. Alors, je mets des oignons un peu quand je vais voir la Briale, mais ça ne sert à rien. Pour les autres, c'est pareil. On peut pleurer, ils veulent les résultats, mais on n'a rien. Je suis désolé pour les représentants de l'Adrial, mais je suis pas mais dans ma région, je dis la même chose. Hein, et ils sont tout à fait convaincus. On passera le message à Laurent Montagne. Une dernière question. Pensez à vous présenter pour les actes du colloque, s'il vous plaît. Juste un petit complément pour relativiser quand même un petit peu ce que disait Xavier tout à l'heure, qui disait que la qualité de l'eau, on n'en a strictement rien à foutre. C'est pas bon pour les financeurs, ça. Bon, alors, pour l'agence de l'eau, oui, j'imagine. Oui, quand même, voilà, Xavier dit ça quand il parle surtout de pollution organique, ce que vous avez tous entendu parler, pollution nitrate en Bretagne. Voilà, il y a d'autres polluants, notamment des polluants assez récents, type glyphosate, qui voilà, qui sont pas étudiés, on ne connaît pas des intoxications chez l'autre, et on ne connaît pas l'effet à long terme, ni l'effet cocktail. Donc il y a quand même, voilà, sur l'avenir, des questions à se poser sur la pérennité de l'espèce avec ces histoires d'effet cocktail. Je me défends, parce qu'on parlait de la recolonisation, on a parlé du long terme, et je vous dis que là on a fait des erreurs, donc je fais peut-être une erreur en parlant de la pollution, mais nous n'avons pas les éléments. Pour une autre raison, on n'a pas
les financements pour... mais non, c'est pas par acharnement contre... mais c'est une réalité. C'est une réalité. Thierry Lecomte, on a vu dans votre exposé que la Bretagne restait un bastion très important de l'espèce, et la Bretagne se caractérise donc par des bassins versants relativement courts et qui débouchent sur une côte rocheuse qui semble favorable à l'espèce. Alors ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que cette recolonisation donc, a pu se faire autant par voie marine que par la voie terrestre? Est-ce que c'est possible? Alors, il faut voir, ce que l'on n'a pas, on aurait pu, mais on n'avait que 15 minutes. Il faut voir aussi la densité de population, la densité de lotissement, etc. Le pauvre littoral breton, je préfère aller en Écosse, hein, en Irlande. Il est complètement massacré. Il y a beaucoup d'activités, il y a du nautisme, etc. Puis il y a aussi tout ce qui est culture en mer, les développements d'algues. Alors là, les cultures en algues qui vont se développer auront peut-être un effet positif, parce que si vous avez des filins avec des algues, il y aura forcément du poisson. Elle va peut-être utiliser ça. Là, nous n'avons pas les éléments pour ça. Et là, je reviens à tout ça, c'est un rapport de force, de prospection. Il faut former les jeunes, on les forme. Il y a un travail immense. Je trouve déjà que ce que l'on a réussi à vous présenter là, c'est déjà pas mal. Hein. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Il y a plein d'autres questions très très intéressantes à développer. Par rapport à votre question, si je repasse la succession de cartes, hein, vous voyez quand même très nettement qu'on part du centre, qu'on va vers la périphérie, et l'essentiel, la quasi-totalité de la recolonisation de Bretagne, c'est faite par les têtes de bassins versants. Effectivement, on a des bassins versants tout petits. Peut-être une exception sur la zone que vous voyez tout à l'heure, avec cette hypothèse-là de production d'individus ici qui remonte par là. On a eu récemment, là, dans les dernières années, la colonisation de ce bassin, et puis le voisin a commencé aussi. Il n'est pas exclu qu'on ait eu un petit peu d'apport par la côte. Bien, merci. Une toute dernière question. On va clore cet exposé. Question? Eh bien, c'était complet. Merci à tous les deux.